Amis des supercondensateurs, bonjour. Lors de mon dernier live, un internaute avait posé une question sur un petit module de super kappa qu'il avait, qui a priori n'avait pas l'air de fonctionner correctement. Et il m'a contacté après le live et m'a proposé de me l'envoyer pour justement éventuellement voir s'il est bon ou pas, ou s'il y avait un défaut. Et il m'a aussi envoyé un certain nombre de questions, on voit 7 questions, sur ce petit module. Et je me suis dit, j'ai accepté parce que je pense que ça pouvait faire éventuellement une vidéo intéressante, voir un petit peu comment était fait ce module. Alors l'idée de ce module, c'est quoi? C'est un truc, je vous ai mis le lien ici, je vous le mettrai en commentaire, où on peut le trouver sur, là il se trouve que c'est sur Amazon, mais on le trouve sur Ali, on le trouve partout. Et je dois dire que la description qui en est faite n'est pas vraiment très claire, les spécifications sont pas très claires, et comment on achète ça, comment on l'utilise bien, et quelles sont ses limites, c'est vraiment pas très clair. Alors, je vous ai mis ici une photo du module, mais on va le voir en vrai tout à l'heure. Et des premières choses que j'ai faites, comme je suis curieux et que c'était relativement facile à faire, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire que j'ai refait le schéma de ce circuit en l'examinant avec un microscope et en regardant les valeurs. En même temps, comme c'est un circuit très simple et qui est dont les pistes sont quasiment toutes en totalité sur cette face-là, c'était quelque chose d'assez facile. Et je vous ai mis ici le résultat de ce rétro-engineering. Donc on voit que c'est un circuit qui est, ma foi, relativement simple, et dont le but est d'empêcher d'avoir une surtension aux bornes d'un des condensateurs en faisant une sorte de dérivation dessus. Donc avant toute chose, si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur les supercondensateurs, parce que voilà, là j'explique déjà pas mal de choses et donne des pistes, et là je vais quand même me concentrer sur ce module. Alors, l'idée ici, c'est d'avoir deux super kappa de 500 farad qui sont mises en série, et donc, avec la loi des condensateurs en série, ça revient à avoir un condensateur de 250 farad, et qui peut supporter une tension de 5 volts. Je rappelle que la plupart de ces supercondensateurs, on le voit, c'est marqué là, ne supportent pas plus de 2,7 volts. Si on dépasse ça, on risque de les endommager gravement. Et en même temps, même, moi je déconseille de les utiliser, même si près de la limite. Généralement, on se limite à 2,5, on se garde un peu de sécurité, et c'est plutôt pas mal. Ça n'empêche pas que sur l'annonce, eux, ils sont vraiment à la limite des limites. Ils annoncent ça comme étant un 5,4 volts kappa. Après, c'est toujours pareil, si on se garde pas de marge, c'est jamais une très bonne chose. Alors, l'idée, justement, c'est que quand on va charger ce genre de condensateur, comme ils sont pas tout à fait identiques, le risque, c'est que, comme ils sont en série, à un moment donné, il y en a un qui va avoir une tension plus forte à ses bornes au détriment de l'autre, et ça risque, bien sûr, de l'endommager. Donc l'idée, c'est qu'on met en parallèle, comme on peut le voir ici sur un condensateur, un circuit de dérivation qui fait que dès que la tension aux bornes de condensateur va atteindre une certaine limite, généralement pas loin de 2,7 volts, cette dérivation se met en route et dérive le courant, ce qui fait que c'est une sorte de shunt, où au lieu de passer dans le condensateur, le courant passe dans ce dispositif. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. Et alors, comment c'est fait? On voit que là, il y a deux résistances de 10 ohms en parallèle. Alors, pourquoi ils ont mis deux résistances de 10 ohms en parallèle? Parce que, en CMS, c'est quelque chose qu'on fait souvent pour avoir en fait une résistance de 5 ohms, mais un peu plus puissante. Et cette résistance, elle est commandée par ce transistor NPN, là, 2SD1804. Donc comment ça fonctionne, Donc ce transistor-là, normalement, il est piloté par ce transistor PNP, qui lui-même a ici cette résistance-là, entre la base et l'émetteur. Alors, en gros, on peut dire que tant qu'il n'y a pas un courant suffisant qui passe ici dans le LM431, le transistor ici, il est bloqué, et celui-ci aussi, en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand, à l'aide du pont diviseur, on va atteindre le seuil de tension du LM431? Très rapidement, il va devenir passant, c'est-à-dire qu'il va passer ici un courant, ce qui fait que la tension aux bornes de la base, entre la base et l'émetteur de ce transistor PNP, va atteindre les 0,6 volts à peu près. À ce moment-là, ce transistor va devenir passant et va devenir rendre celui-ci conducteur. Alors, ça va pas être d'un coup.
C'est-à-dire, en fait, quand on va arriver en fin de charge, il va y avoir un moment où tout ce beau système-là va marcher un peu de façon linéaire. Mais comme j'ai dit, comme le coût du LM431 ici, il est assez brusque, très vite, le transistor ici va être saturé. C'est-à-dire il y aura entre le collecteur et l'émetteur une tension très faible, de l'ordre de 0,2-0,3 volts. Et qu'à ce moment-là, on peut considérer que la résistance de 5 ohms, en fait, qui est faite par ces deux résistances en parallèle, est en parallèle sur le condensateur et dérive le courant. Bien sûr, on met ce dispositif exactement en double sur chaque condensateur, et les condensateurs sont en série. La première chose qu'on peut voir, c'est que à la tension à peu près nominale, je suis parti à peu près sur entre 2,5 et 2,7, il passerait dans une résistance de 5 ohms ici à peu près 500 mA. Et donc l'idée c'est de dériver ce courant. Mais il peut pas passer plus, je veux dire, à la tension de 5 volts. Et ça, bien sûr, ça met une limite, comme on va le voir, sur la façon de charger ces condensateurs-là. L'idée, a priori, c'est de pas ici mettre une tension plus forte que 5 volts. Donc imaginons qu'à un moment donné, je mette 5 volts, à la limite même sans limitation de courant, avec vraiment une batterie qui pourrait fournir un max d'ampères. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux condensateurs sont déchargés, donc ils vont se charger chacun à leur vitesse, et dès qu'il y en a un qui va atteindre sa tension, il va en quelque sorte déjà limiter le courant dans la charge de l'autre jusqu'à temps que les deux ici soient chargés. Mais une fois que les deux sont chargés, on voit que il y a plus de courant qui passe, à mesure où ici j'ai 5 volts, l'alimentation donne 5 volts, et il n'y a plus de courant qui passe. Donc le système, je veux dire, s'arrête, ou alors en fin de charge, il y aura peut-être un tout petit courant très faible avec les deux trucs allumés, mais voilà, je veux dire, il peut pas y avoir à ce moment-là de problème, dans la mesure où on dépassera pas la tension. Le but de ce montage, à ce moment-là, il remplit bien son rôle, c'est de faire simplement que s'il y en a un qui a tendance à se charger un peu plus vite que l'autre, lui il dépasse pas sa tension. Alors qu'est-ce qui se passe si on met plus de tension? Dans le principe, on peut, mais à condition de limiter le courant. Si par exemple ici je mets même, pourquoi pas, à 50 volts, mais limité à 500 mA, en gros au début, le courant, il sera de charge de 500 mA, et dès que la tension sera atteinte, les deux systèmes ici vont se mettre en route, ils bypasseront les condensateurs, et à la limite, la tension ici sera limitée à peu près à 5 volts. Donc à la limite, on peut mettre ici une tension supérieure à condition d'avoir une limitation de courant. Mais ça, c'est pas du tout bien expliqué dans le système. Maintenant, si on décide de pas dépasser 5 volts, c'est-à-dire si on met 5 volts, ce circuit, comme on peut voir, lui, il a aucune limitation du courant de charge. Or, comme on va le voir tout à l'heure, un super capa, quand il n'est pas chargé, ici, c'est quasiment un court-circuit. C'est-à-dire que si ici, je mets une alimentation de 5 volts, il passe des ampères à l'intérieur, là. Donc, à moins d'avoir vraiment quelque chose qui peut fournir ce courant, et encore, c'est même pas dit que ça soit intelligent de pas le limiter, parce que c'est pas très bon forcément de faire passer des courants trop forts. Généralement, on va avoir aussi ici une limitation de courant, qui fait que, le courant de charge ici, il est limité. Mais on n'est pas obligé de le limiter à 500 milli. En gros, c'est soit ici que ma tension en fin de charge, en gros, elle est aux alentours de 5 volts, 5 volts 4, et je mets pas de limitation de courant, enfin je mets une limitation de courant, mais elle est plus forte. Elle peut être à 5 ampères par exemple, ou à 2 ampères, c'est-à-dire que ça chargera beaucoup plus vite, mais de toute façon, comme on l'a vu à la fin, ça ne dépassera pas les tensions, donc ça pose pas de problème. Ou je mets ici une tension potentiellement plus élevée, mais avec cette limitation de courant. Sachant qu'une fois que c'est chargé, les limitations de courant, là, si on calcule, elles dissipent à peu près 1,3 watts. Alors, il n'y a pas de radiateur, mais 1,3 watts, là, quand on voit le dimensionnement, le PCB avec des grandes surfaces cuivrées, ça le fait à peu près. Donc voilà le fonctionnement. Alors, si on répond aux questions que m'avait posées l'internaute, donc, à part le tampon, à quoi peut servir ce genre de bloc? Alors, ce qu'il entend, je pense, par tampon, c'est en effet souvent, c'est une compensation du courant de démarrage. C'est-à-dire que si on a quelque chose, par exemple, au démarrage, genre une ampoule, un moteur, qui au moment du démarrage prend un très fort courant, ça peut être intéressant d'avoir ça en parallèle, par exemple, avec une batterie, de façon à compenser cet appel de courant très fort, alors que la batterie en elle-même n'est pas tellement forcément capable de fournir
le courant. Mais il y a d'autres utilisations, ça peut être du lissage, c'est-à-dire d'avoir ici une tension qui varie et essayer de la lisser. Ça peut être carrément une alimentation. Quelque chose qui pourrait tout à fait être fait ici, c'est de mettre un panneau solaire. Si on met ici un petit panneau solaire qui peut donner une tension relativement élevée, mais pas forcément un très fort courant, ce qui fait que de toute façon, quand les limitations ici de courant se mettront en route, je veux dire, ça lui tirera tellement sur la tronche que la résistance interne du panneau solaire fera une limitation. Avec ça, on peut espérer avoir quelque chose qui peut compenser à un moment donné un manque de soleil ou pendant, bien sûr, un certain temps. Comment on fait pour charger ce genre de bloc si on ne se limite pas le courant? L'appel peut être très important. Oui, c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Comme j'ai dit, si on ne met pas de limitation de courant, l'appel peut être vraiment important. Généralement, je veux dire, de façon quasi naturelle, la résistance interne de l'alimentation limitera, mais il faut aussi regarder si c'est capable de le faire. Si ici j'ai un petit bloc un petit transfo qui peut donner 5 volts, 1 ampère, si je le branche directement là-dessus sans faire gaffe, je vais cramer le truc, parce que, comme je l'ai dit, quand les condensateurs sont déchargés ici, c'est quasi un court-circuit. Y a-t-il sur ce circuit une sécurité pour la charge et la décharge? En fait, pas vraiment. Quand on le voit, la seule sécurité qu'il y a, c'est juste un équilibrage, comme je l'ai dit, avec cette limite à 500 milli, et c'est tout. Comme on voit, les deux condensateurs sont vraiment branchés ici en série, il n'y a rien qui limite la charge. Ce truc-là, ça limite pas la charge, ça ne coupe pas quand ça décharge, c'est-à-dire une fois que c'est chargé, on tire dessus. Les condensateurs vont se décharger, il y en a peut-être un qui va se décharger un peu plus vite que l'autre, mais à la fin, ça retombera quasiment à zéro, et il y a pas quelque chose qui va, par exemple, couper la charge si on descend en dessous d'une tension ou quelque chose comme ça, il n'y a rien du tout à ce niveau-là. Quelle tension max on peut y appliquer? C'est ce que je viens aussi d'expliquer, en gros, normalement, il ne faut pas dépasser 5 volts, et si on met plus, pourquoi pas, mais il faut, dans ce cas-là, avoir cette limitation de courant. Les deux bornes où on applique la charge seront celles aussi qui serviront au circuit qui suit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il n'y a pas un circuit de charge ou de décharge. Après, rien n'empêche, par exemple, de mettre des diodes ou des diodes parfaites faites avec des MOSFET pour, par exemple, faire que la charge se fasse rapidement via la diode et qu'il y ait une limitation de la décharge avec une résistance ou vice-versa. On peut imaginer ici d'avoir une résistance qui limite le courant de charge et une diode en parallèle dessus pour l'utilisation. Enfin voilà, après, quelque part, on peut le considérer un peu comme une batterie, ce truc-là. Y a-t-il un schéma qui traîne sur le net? Alors, je reconnais que j'ai pas vraiment cherché, donc je l'ai fait moi-même. Donc, je dirais oui, maintenant, il y a un schéma qui traîne sur le net. Et dernière question, ce bloc opérationnel chargé peut-il garder la charge combien de temps à vide et avec une charge 10 à 30 mA sans alimentation? Alors, le temps que ça garde à vide, en effet, ces systèmes-là, ils ont quand même une auto-décharge, ce qui fait que même si on ne consomme pas de courant dessus, ils ont tendance à s'auto-décharger. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo. Alors, ça dépend des condensateurs, ça dépend de pas mal de trucs. Enfin, oui, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que ça garde la charge pendant 10 ans. Il y a une autodécharge qui est quand même plus forte que sur les batteries. Et ensuite, sa question, c'est avec une charge, par exemple, de 30 mA, combien de temps ça peut tenir? Alors ça, c'est assez simple à calculer, parce que c'est le même calcul que des condensateurs. Alors, je rappelle que la formule de base, c'est Q, c'est-à-dire la charge est égale à la capacité par le voltage et le courant par le temps. Ça veut dire que grâce à cette formule, si on décharge à courant constant, c'est très facile de faire le calcul, et pour une certaine perte, par exemple, je suis chargé à 5 volts, pendant combien de temps, en tirant 30 mA constant, je peux espérer d'autonomie pour descendre à une tension de 4 volts. Là, c'est simple, on a T égale CV sur I, donc là, 250 farads fois 1, donc 250, divisé par 30 mA, et on voit que ça fait 8333 secondes, c'est à peu près 2h30, sachant que j'ai pas pris en compte une éventuelle autodécharge. Si on applique la même formule, mais avec l'autodécharge complète, c'est-à-dire passer de 5 volts à 0, on peut espérer 11 heures à 30 milli. Alors je rappelle que cette formule-là, en fait, souvent, si on décharge avec quelque chose qui est résistif, on peut plus tellement l'appliquer directement dans la mesure où le courant n'est pas constant, dans la mesure où plus la tension baisse, plus le courant baisse. Donc là, je vous renvoie, il y a plein de calculateurs pour ça, on va avoir quelque chose de logarithmique, mais ça n'empêche pas que, je veux dire, globalement, ça donne une idée. Là, par exemple, si on alimente une LED à 30 milli, mais on va dire la moitié, par exemple,
Des LED maintenant ça marche jusqu'à 10 milli, par exemple on a des LED qui sont assez brillantes, bah, ça veut dire que là on peut espérer à peu près 6 heures d'autonomie sans problème par exemple. Alors bah voilà pour la théorie. Ce que je vous propose maintenant c'est de regarder le montage, d'essayer de voir pourquoi il fonctionne pas. Si on trouve la panne, peut-être que Canard pourra la réparer, et sinon, bah tant pis. On aura au moins essayé. Alors c'est parti mon kiki. Comme je l'ai souvent dit, avant de commencer à brancher, de mettre des mesures, des sons, des machins et tout ce qu'on veut, la meilleure chose à faire, c'est d'observer. Je pense que le meilleur appareil de mesure qu'on a dans un labo, ça reste quand même sa vue et éventuellement son odorat quand ça crame. Alors, j'ai commencé à jeter un petit coup d'œil avec mon microscope sur ce circuit. Alors, ce circuit, honnêtement, il n'est pas très clean, et j'y ai découvert plusieurs défauts, enfin en particulier deux. Déjà, on voit par exemple que là, honnêtement, j'ai des doutes sur la qualité de la soudure de cette LED, par exemple, mais le pire que j'ai vu, c'est celui-là. Voilà, on voit qu'ici, là, le transistor PNP, la soudure, elle est foirée, ça fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce condensateur-là, la sécurité de charge ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va l'empêcher d'avoir trop de tension. Quant à l'autre, alors l'autre, c'est même pire, parce que en fait, quand j'ai voulu juste un tout petit peu le bouger, le transistor, là, il s'est carrément décollé. Enfin voilà, on peut voir quand même que les soudures sont absolument dégueulasses. Ce circuit-là, il est ni fait ni à faire, et ça prouve aussi que, très probablement, il n'a jamais été testé, parce que s'il l'avait été, les soudures seraient quand même bien meilleures. Donc, la première chose que je vais faire, alors là, on voit aussi que il y a des côtés qui sont pas soudés, des condensateurs. Alors ça, c'est moins grave, parce que ces condensateurs-là, ils ont des pattes qui ne servent qu'au maintien mécanique. Donc qu'ils soient pas soudés, c'est pas très grave, de point de vue du fonctionnement. Maintenant, c'est un peu dommage, dans la mesure où, moi je vais les souder parce que ça permet d'avoir une meilleure tenue mécanique. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui empêche le fonctionnement. Donc voilà, la première chose que je vais faire, ça va être donc de ressouder correctement ces composants. Je vais utiliser sans doute pour ça le fameux MOP 39 de chez BMJ que je vous ai déjà montré. Et derrière, on va essayer à ce moment-là de regarder un peu si, suite en fait à une utilisation sans protection, ce circuit a souffert au point que les condensateurs sont endommagés. Dans ce cas-là, c'est mort. Ou si on peut espérer quand même les utiliser. Alors, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessoudé les condensateurs qui étaient montés. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que si je dois faire des tests de continuité à l'ohmmètre ou des mesures, voire même essayer à la plaquette, avec les condensateurs, c'est pas évident. Parce que je rappelle que je veux dire, faire des mesures à l'ohmmètre sur un circuit sur lequel il y a un condensateur de plusieurs centaines de farad chargé, c'est pas du tout une bonne idée. C'est un coup à flinguer les composants, l'ohmmètre et tout ça. Donc je les ai dessoudés. Pour info, j'ai réutilisé là avec bonheur mes aiguilles à dessouder qui vont très bien pour faire ce genre de choses. Et je dois dire que d'ailleurs j'en ai chié pour réparer ce circuit. Enfin sur cette partie-là, finalement, il y avait au moins 3 ou 4 soudures pourries, quoi. C'était vraiment ni fait ni à faire. Et de ce côté-là, en fait, il y avait vraiment que le transistor qui était pas bon. Donc voilà, avec du MOP 39 et un peu de patience. Alors l'avantage aussi, c'est que maintenant je peux tester. Alors comment je teste ça? C'est hyper simple. Je mets une alim avec une limitation de courant aux alentours de 500 milli, comme ça. Et là, on voit que quand j'augmente la tension, voilà, dès que j'arrive... Alors en même temps, ils ont même réglé assez haut, parce que c'est aux alentours de 2,8 volts. Enfin, on voit bien que la limitation de courant se met en cours, en route, et que la LED s'allume. Pareil, là pour le deuxième, en parallèle, je retrouve bien le même fonctionnement, voilà. Et alors bien sûr, si je mets les deux, voilà, on voit que à un moment donné, voilà, les deux s'allument. Donc là, on voit que ça s'allume très faiblement. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a ce coude, on va dire, qui est très... voilà, ici, toc, voilà, on voit que ça commence à s'allumer aux alentours, en effet, de 5 volts. Donc voilà. La bonne nouvelle, donc, c'est que j'ai réparé ce circuit. Voilà, on voit que de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. Ils ont fait des pistes assez larges pour tenir le courant, ce qui est plutôt bien. Enfin voilà, c'est vraiment un circuit qui a été monté en dépit du bon sens et jamais testé, je pense. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ressouder les condensateurs
Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai ressoldé les condensateurs, et là pour info, donc je charge. Alors j'ai limité, j'ai réglé mon alim sur 5 volts avec une limitation de courant à 2 ampères. Et donc pour l'instant, voilà, ça consomme en effet 2 ampères. Alors on peut mesurer la tension avec mon voltmètre là aux bornes des condensateurs pour voir. Hein. Pour l'instant, on voit que là, la tension aux bornes de celui-là, elle monte doucement. Elle est de 1,9 volts pour l'instant et elle continue à monter, ce qui est ma foi normal. Et là, tiens, celui-là, on voit qu'il vient de s'allumer. Et donc, il est à 2,69. Donc c'est vraiment réglé au max du max. Oh là là, on voit d'ailleurs que ça fume. Alors pourquoi ça fume là? Parce que oui, j'ai mis trop de courant. On voit que j'ai 1,9 et ça monte doucement. Et celui-là, là je suis à 2,67. Donc voilà, je suis vraiment limite. On peut d'ailleurs en profiter là avec une caméra thermique pour voir un petit peu ça chauffe ou pas. Donc là, pendant que ça continue à charger, et voilà ce qu'on peut voir de façon très forte, c'est que le côté où la LED est allumée, en effet, il dissipe de la puissance, ce qui est normal parce que voilà, lui, il bypasse le condensateur, hein, dans la mesure où ça y est, justement, il le protège d'avoir une tension trop élevée, alors que de l'autre côté, ça chauffe beaucoup moins. Le condensateur peut chauffer un petit peu. Hein, mais je veux dire, le circuit ne lui chauffe pas encore, ce qui est normal vu qu'il n'est pas ici en fonction. Donc là, on le voit très bien, et la température, il annonce 61 degrés quand même. Hein. Donc ça chauffe quand même. Hein. Enfin, c'est normal, hein. J'ai calculé que ça dissipait un peu plus de 1,3 watts, donc il faut bien les sortir, ce qui est tout à fait cohérent. Bien voilà, donc là, ça a été très très long à charger. Et il se trouve que déjà, le condensateur de gauche, là, a été beaucoup plus long que celui de droite, qui lui a été chargé, je veux dire, très rapidement. Donc là, la tension de mon alimentation, elle est à 5 volts pile. Ce qui fait que il n'y a plus de courant qui passe dedans, et je veux dire, c'est complètement chargé. Et là, on peut voir qu'il n'y a plus rien d'allumé, ce qui est assez logique. Alors, on pourrait être tenté de dire, on peut mettre un peu plus, hein, vu qu'on a une limitation de courant, et mettre par exemple un petit peu plus de tension. Voilà, par exemple là, je sais pas, 5,5 voire 6 volts, pourquoi pas, avec la limitation de courant. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que un condensateur va se charger, l'autre aussi, mais à la fin, les limitations vont toujours se mettre en route. Alors c'est vrai que dans un cas comme ça, à la fin, on aura les deux LED d'allumés, mais ce qu'on va avoir surtout, c'est une consommation toujours de 100 mA. C'est-à-dire que, vu du chargeur, il continuera toujours à consommer 100 mA, mais ces 100 mA, au lieu d'aller se mettre dans les condensateurs, ils feront chauffer les résistances qui sont là. Donc, c'est pas forcément un très très bon plan de faire ça. C'est pour ça que, personnellement, moi, je pense que l'idée, c'est quand même de régler à 5 volts. Et en fait, dans un cas comme ça, il y a des grandes chances qu'en cours de charge, à un moment donné, une des LED s'allume parce que justement, il y a une dissymétrie et que la protection fait son office. Mais si à la fin de la charge, vous avez les deux LED allumées, pour moi, c'est pas une très bonne, pas très bon signe, parce que ça veut dire que justement, je veux dire, les deux sont à la limite, ça sert plus à rien de charger, quoi. Alors, on peut aussi se dire, dans un cas comme ça, quand les deux sont allumés, on coupe. Mais attention, hein, comme j'ai bien dit, il faut si on fait ça, il faut vraiment être sûr d'avoir une limitation de courant à peu près 500 mA du chargeur. Sinon, là, pour le coup, ça va faire de la Magic Smoke. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, on va y mettre une charge électronique et on va regarder si ce dont se plaignait en fait l'internaute, c'est-à-dire est-ce que ce système est capable de restituer de l'énergie. Comme on l'a vu, normalement, il pourrait me donner 30 mA pendant un sacré bout de temps. Donc on va voir si c'est le cas. Tiens, d'ailleurs, justement, là, au moment où je parlais, on voit, ça y est, là, comme vous voyez, j'ai augmenté un peu la tension, on est typiquement dans ce cas-là. On a le cas, là, vous voyez, les deux sont allumés, ou il y en a une là qui s'allume, qui s'éteint, parce que est chargé comme ça à fond, il a tendance à se redécharger, donc ça refait des petites fluctuations. Enfin voilà, là, on est dans un cas avec les deux LED allumés,
Et justement, là, on peut voir que sur mon alim, là, j'ai toujours en courant constant à 500 milli, mais ces 500 milli, ils vont plus dans les condensateurs, là, ils vont dans de la chaleur, ça sert plus à rien de continuer. Allez, regardons en charge. Alors avant, on peut voir un phénomène aussi qui est intéressant, c'est que là, il n'y a plus rien qui charge, et on voit que de temps en temps, la petite LED ici s'allume. Alors on pourrait se dire, ben, comment ça se fait? Ça se fait pourquoi? Parce que c'est pareil, ce qui se passe là, c'est que ce condensateur-là, à un moment donné, il se décharge, et quand la charge diminue, hein, c'est un phénomène qui est très connu sur les condensateurs, c'est que de temps en temps, quand on croit qu'il va être déchargé, pour un phénomène physique, eh ben, la tension remonte. Donc là, lui, il est un petit peu comme ça, c'est-à-dire là, il allume la LED, donc il se décharge, à un moment donné, la tension baisse, toc, et le courant donc consommé baisse, ce qui a tendance à faire remonter un petit peu par ce phénomène physique la tension. Enfin bon, ça va pas durer longtemps. De toute façon, voilà, à un moment donné, il va forcément se stabiliser. On le voit que ça fait pas de ce côté-là, par exemple. Donc là, j'ai branché des condensateurs sur ma charge électronique, qui pour l'instant ne tire aucun courant. Donc on peut voir ici la tension aux bornes, voilà, qui varie quasiment pas, hein, 5 volts 177, hein, c'est un peu plus haut que 5 volts, parce que tout à l'heure, comme vous l'avez vu, je l'ai chargé un petit peu plus que 5 volts, et on va justement commencer par lui tirer 30 mA. Donc là, je vais aller ici et régler le courant, comme j'ai dit, par exemple, à 30 mA. Donc, là, on va baisser ici, tac, 30 mA. Donc voilà, et on va mettre en route pour voir déjà ce qui se passe. Donc voilà, donc là, je tire 30 mA, soit 0,15 watts, et on peut voir que, pour l'instant, ça dure, c'est conforme aux prévisions, c'est-à-dire que la tension, là, baisse relativement très lentement, et donc, voilà, les condensateurs se déchargent comme ça. Donc là, je suis vraiment le cas, justement, d'une décharge à courant constante. Donc, d'après mes calculs, hein, que je vous ai fait tout à l'heure, là, pour que la tension arrive à 4 volts, il faudrait 8 heures. Alors, est-ce que je vais avoir la patience d'attendre 8 heures? C'est pas dit. Mais après, normalement, c'est proportionnel. C'est-à-dire que si je mets 300 mA, ça devrait aller 10 fois plus vite ici. Alors, on va essayer de le tirer un petit peu plus, justement. Donc là, on va modifier le courant, par exemple, justement, pour mettre justement 100 mA. Allons-y, Guéant. Tac. Voilà. Donc là, on lui tire 100 mA. Mais on voit que ça tient relativement toujours bien la charge. On voit que ça baisse un petit peu, hein, ce qui est normal, voilà. Et on voit que c'est pas énorme. Donc, alors, ce que disait l'internaute l'autre fois, c'est qu'a priori, dès qu'on tirait un petit peu, ça baissait très 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 vite. Là, je veux dire, pour moi, relativement conforme. Alors, on va voir, tiens, allez hop, si on met 200 mA, voilà. Donc là, on voit que ça baisse, mais pas énormément, quoi. Ça tient plutôt bien. Allez hop, on va s'amuser à augmenter. 300, 400, 500. C'est-à-dire que 500, en gros, je tire le même courant qui m'a servi à le charger. Donc la logique voudrait, à moins les pertes, que ça dure à peu près le même temps de décharge que ça durait de charge. Et là, on voit que ça tient plutôt bien. Donc, à mon avis, ça fonctionne. Ce que je pense qu'a dû se passer avec ce qu'a fait l'internaute, c'est que dans la mesure où on a vu que les deux régulateurs de charge ne marchaient pas, il y a un condensateur qui s'est chargé beaucoup plus que l'autre. C'est-à-dire, en fait, il y en a un qui était un petit peu malmené. Mais là, d'avoir réparé, d'avoir rechargé, je veux dire, avec le temps qu'il faut, je pense que ça a dû un petit peu les réparer en quelque sorte. Et comme ça, enfin, je veux dire, ça m'a l'air quand même tout à fait utilisable. Et voilà, là, pour 500 mA, on voit que ça baisse, mais pas tant que ça. Alors, on peut bien sûr tirer des courants beaucoup plus forts, hein. Là, voilà, on voit que je tire 1 ampère. Donc là, en effet, ça tire quand même beaucoup, enfin ça baisse, on le voit assez vite, mais pas si vite que ça, quoi. Voilà, là, je suis à 4,84 pour un courant de 1 ampère, ce qui est quand même, voilà, 4,80 watts, c'est quand même pas rien. Donc, je pense que ce truc-là, si en effet on lui tire un courant beaucoup plus faible, comme là on a vu, on vient ici maintenant avec 30 mA, voilà, comme ça, bah là, ça y est, il baisse quand même beaucoup moins vite que tout à l'heure. Bon,
Je pourrais faire un test, hein, je l'ai pas fait là, mais je veux dire de regarder combien de temps ça dure, mais comme ça, enfin, je veux dire, je trouve que c'est là ce que je mesure avec la charge est tout à fait cohérent, et à mon avis, ce système maintenant fonctionne bien, je pense qu'on peut parler d'une victoire de canard. Coin coin. Allez tiens, justement, pour pas attendre trop longtemps, on va vraiment lui tirer beaucoup sur la tronche là, et on va lui mettre des ampères carrément, puis on va voir ce que ça donne. Là par exemple, je tire 1 ampère, voilà, donc là on voit que ça descend, mais normalement, là 2 ampères, donc ça descend bien sûr plus vite, mais c'est encore tout à fait acceptable, 3, 4, 5. Voilà, là je lui tire quand même 5 ampères sur la tronche, donc bien sûr on voit que la tension baisse relativement vite, enfin je veux dire, voilà, ça donne 20 watts, hein, c'est quand même pas rien, et je veux dire comme ça m'a l'air tout à fait normal par rapport à un condensateur de telle valeur. Alors, jusqu'où on peut tirer comme ça? On peut tirer beaucoup, je veux dire, en théorie, un très fort courant, mais faut pas en abuser, parce que ça les abîme après les condensateurs. Par exemple, j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui s'amusait à faire de la soudure par point. C'était pas des super capas, mais avec des condensateurs, et c'est pas forcément une très riche idée de faire ça, parce que, enfin, les condensateurs, souvent, ils vont pas vivre très longtemps à faire ça. Parce que ça leur fait, enfin, ils sont pas faits pour ça. Je veux dire, c'est des fois, les condensateurs, utilisés en électronique, si on leur fait comme ça souvent, en gros, on les court-circuite, bah, au bout d'un moment, ça les bousille relativement vite, quoi. Alors, je sais qu'il existe des condensateurs qui sont vraiment spécifiquement faits pour vraiment avoir des trucs de courant comme ça. Mais voilà, là, on voit que, voilà, je lui tire 5 ampères. Bon, c'est bien sûr la tension a baissé, mais je veux dire, c'est pareil, c'est tout à fait cohérent par rapport à la charge, et là, voilà, on peut vraiment voir que avec un système comme ça, on peut quand même en sortir de la puissance. Bon, allez hop, on va s'arrêter là. Voilà pour cette vidéo, qui j'espère vous aura plu, même si elle est un petit peu plus longue que d'habitude, hein. Je pense que c'est un sujet qui valait le coup d'être traité. Et bon, je suis assez content quand même, parce que c'est bien une victoire de canard, dans la mesure où maintenant ce truc fonctionne bien, mais je pense quand même que ça n'a pas dû les arranger, au moins des condensateurs, d'avoir été comme ça malmenés. Là, je fais un petit je veux dire, rajout à ma vidéo originale. Je rappelle, cette vidéo, je l'avais tournée dimanche dernier, mais j'avais pas le temps de finir le montage, hein, et là, on est mardi soir, et je me suis collé, et je me suis dit, pendant que j'ai terminé le montage de cette vidéo, ben, je vais refaire un essai. Ce qui fait que j'ai mis déjà, on peut le voir là, le système à charger avec vraiment 5 volts pile et une limitation de 500 mA. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les LED se sont jamais allumés, et au bout d'un moment, le courant est tombé, parce que les 2 condensateurs étaient chargés chacun. Donc ça, on va dire, c'est déjà une bonne chose. Et après, j'ai fait un autre essai, c'est que ma charge électronique, que je vous ai montré ici, elle est capable d'avoir un test de batterie, en fait, où on lui dit un courant, par exemple, on lui donne une tension de fin, et il va être capable de calculer je veux dire, la quantité d'électricité qui est passée dans la décharge et le temps. Donc pour info, je l'avais réglé pour se décharger avec 1 ampère, de 5 volts à 4 volts. Et ça a mis très exactement 2 minutes 55 pour se faire. Ce qui revient à 175 secondes. Si on rapplique les formules que je vous ai données tout à l'heure, ça veut dire que la capacité de ce condensateur, elle est de 175 farads, et non pas 250. Donc ça, c'est la capacité que j'ai mesurée. Alors, ce que je ne sais pas trop, il faudrait que je fasse d'autres tests, mais là, vraiment, j'ai pas le temps, mais ça serait de savoir, est-ce que la capacité mesurée est très affectée par le courant? C'est-à-dire, en gros, pour un bien, il faudrait que je refasse la même mesure, mais en tirant que 100 mA, par exemple, et voir si la mesure de la capacité change ou pas. Je le ferai peut-être, je vous le dirai, mais bon, là, je veux dire, je vais pas me lancer là-dedans pour l'instant. Mais voilà, quand même, ça montre que, pour l'instant, la capacité, elle est quand même loin de celle théorique de 250. Ce que je ne sais pas, par contre, c'est est-ce que cette capacité plus basse est due au fait que, comme j'ai dit, éventuellement, les condensateurs ont été un petit peu secoués et ils ont un peu perdu. Donc ça, c'est une explication. Ou alors, est-ce que ces trucs-là, ça a des tolérances
je veux dire, un peu élastique. Et alors, je me méfie un petit peu des fois avec nos amis chinois, ils ont tendance des fois à forcer sur les watts, les valeurs, et ainsi de suite. Donc ça, honnêtement, je ne saurais pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que là, donc, mesurer avec une condition de décharge de 1 ampère, je mesure bien 175 farad et non pas 250. Donc voilà, j'arrête là ma petite interruption et je reprends la vidéo initiale. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces trucs-là? Il faut retenir déjà qu'il faut à tout prix limiter le courant de charge, que l'électronique qu'il y a dessus ne sert pas du tout à ça, comme on l'a vu. Elle ne sert en gros qu'à un moment donné, bypasser un condensateur quand la tension à ces bornes arrive à la limite qu'ils ont réglé vraiment en ric-rac, là, aux alentours de 2,7 volts, afin de le protéger, et que faut éviter justement de charger avec des courants plus forts. Qu'est-ce qui se passe sinon? Dans un cas d'un très fort déséquilibre, ce qui s'est passé, en fait, normalement les deux condensateurs ils se chargent quand même relativement en même temps, mais là, comme il y en a un qui prenait encore 2 ampères plein pot, quand la sécurité de l'autre s'est mis en route, au lieu de faire passer 500 mA dans les résistances comme ça aurait dû faire, ça fait passer un courant beaucoup plus important, et c'est pour ça que ça a fumé. Donc là, on risque vraiment de tout cramer. Donc voilà, pensez à les charger avec une limitation de courant. Ensuite, c'est pas du tout une bonne idée aussi de vouloir les charger avec plus de 5 volts, parce que comme on l'a vu, à la fin, les limitations de courant se mettront en route, mais enfin je veux dire, on continuera à passer de l'énergie juste pour faire du chauffage, c'est pas très malin, alors que si vous mettez vraiment 5 volts, pas plus, dessus, là pour le coup, en gros les limitations au bout d'un moment, comme j'ai dit, il y en a une qui va se mettre en route, mais pas les deux, et là pour le coup le courant va commencer à baisser et devenir très très faible une fois que les deux condensateurs seront chargés, il n'y aura plus qu'un petit courant de fuite. Enfin, voilà ce qu'il faut retenir de ça. Et aussi, alors là, mais ça c'est un autre problème, ce que je vous ai montré là, c'est typiquement ce que les Anglais appellent un DOA. Alors ça veut dire quoi DOA? Ça veut dire Dead on Arrival. Ça veut dire quoi ce truc-là, qui est censé être neuf, quand il est arrivé, il était déjà mort. Il était déjà mort, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il était en panne, comme on l'a vu, ce truc-là, ça a été soudé façon Gorée, il y avait plusieurs soudures qui étaient pas bonnes au niveau des composants, ce qui fait que les deux protections marchent pas. Ce qui est vraiment, enfin, je veux dire, pas top du tout. Après, est-ce que c'était un coup de pas de chance, ou est-ce que ces trucs-là, ils sont tous plus ou moins comme ça? J'en sais rien, mais c'est assez vicelard en plus comme truc, parce que même si on le charge, ce qu'a fait d'ailleurs l'internaute, il a pas mis plus de 5 volts au-dessus. Mais comme il y en a un qui s'est chargé plus vite, il y en a un qui a été donc probablement soumis à cette surtension, ce qui n'a pas dû l'arranger. C'est vraiment pas cool, quoi, je veux dire, d'avoir un truc comme ça. Donc si ça vous arrive, ce que je vous conseille de faire, si vous pouvez facilement, c'est une très bonne idée déjà de dessouder les condensateurs, puis de les vérifier comme je vous ai montré que les trucs fonctionnent bien, ça c'est un bon plan. Mais sinon, vous pouvez aussi, la première fois, vraiment surveiller de temps en temps et de vérifier que à un moment donné, voilà, quand la tension arrive près de 2,7 volts sur une capa, elle se met bien comme ça en court-circuit. Alors c'est pareil, il y a des modèles avec des courants différents. Là c'est 500 mA, ça pourrait être plus, enfin je veux dire, après il faut regarder dans chaque modèle comment ça fonctionne. Donc voilà pour ça. Tiens Maurice, ça va Maurice? Alors tu t'es rabiboché avec pincette? Oui, mais ça a reclashé. Ah bon, pourquoi? Bah oui, on s'était réconciliés, puis là elle t'a dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes avec une autre? Et toi t'as dit non, c'est toujours la même. On ne fait pas la bonne réponse encore une fois. Là-dessus que Super Kappa vous mette plein d'énergie, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.